Bon. Pour commencer, donc, on vous remercie d'être venus tous. Normalement on devait avoir la télé, mais bon. Ce matin Nicolas les a vus, vous allez répondre peut-être après. Donc aujourd'hui on a convoqué la presse pour faire une petite déclaration commune suite à la décision rendue par le tribunal des prud'hommes ce matin. Donc à 10 h ce matin, le tribunal des prud'hommes s'est prononcé. On va vous en faire la lecture suivante. Pour commencer, donc, en tant que représentant du syndicat, j'aimerais remercier ici les représentants de la CGT PTT et Sud PTT qui se sont joints à nous dans le cas de Nicolas. Donc, pour faire un rapide rappel, on avait donc commencé via diverses actions à Saint-Palais, à Mouguère. On a fait une action boîte aux lettres également il y a 2 semaines où on avait plastiqué les boîtes aux lettres, plastiqué attention avec du film. Voilà. Et la semaine dernière, le campement à Bayonne des Allées Marines. Voilà. Donc, toutes ces actions ont été très bien perçues, bon, sauf de la part de la Poste, qui en a fait pour son compte, et devrait porter plainte. Jusqu'ici, on n'a toujours rien reçu. On verra bien si c'est un petit coup d'intimidation ou autre. L'avenir le dira. Voilà. Si Antiane veut bien avoir la déclaration. Voilà, donc nous avons préparé une déclaration commune aux 3 organisations syndicales qui soutiennent donc cette lutte. Je vais vous en donner lecture. Le Conseil des prud'hommes de Bayonne a rendu sa décision ce matin. Cette décision spécifie le refus de reconnaître la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration de Nicolas. Cette situation satisfait la Poste, qui veut ainsi gagner du temps sur la procédure prud'homale et astreindre à notre collègue une précarité plus importante. Elle n'ignore pas que Nicolas, sans travail et sans ressources, risque l'expulsion de son logement du fait de ne plus pouvoir payer son loyer. Par cette mesure, la Poste pense également faire régner la peur chez tous les CDD qui voudraient faire valoir le respect de leurs droits. On ne peut admettre que l'exploitant, dont l'actionnaire majoritaire est l'État, puisse bafouer le Code du travail et enfreindre la loi jusqu'à avoir recours à des faux en écriture reconnus par son conseil lors de sa plaidoirie. Obtenir 297 millions de l'État dans le cadre du CICE et utiliser de nombreux CDD comme des Kleenex est insultant pour tous les salariés. Or, la Poste se retrouve de plus en plus fréquemment devant le Conseil des prud'hommes pour des procédures de licenciement. De nombreux CDD et autres précaires vivent aujourd'hui cette situation à la Poste et se sentent pris dans la spirale de la précarité. Face à la menace de se faire licencier s'ils tentent une demande de réappropriation de leurs droits. Tous ces éléments font la preuve que l'action juridique doit être poursuivie sur le terrain de la revendication, de l'action collective et syndicale. Les organisations LAB, Sud PTT et la CGT PTT de Bayonne dénoncent l'attitude de la Poste qui s'évertue à contourner le droit du travail et à développer la précarité dans ses services. Elles appellent au soutien de Nicolas pour sa demande de réintégration. Voilà la déclaration commune qui a été donc décidée par les 3 organisations syndicales. Pour l'instant, on répond un petit peu à la décision qui a été donnée ce matin. Et ensuite, bien, on réfléchit à comment développer la poursuite de cette lutte, à la fois pour la réintégration de Nicolas et pour donner quand même aussi des assurances à tous les CDD qui sont dans cette situation et qui n'osent pas aujourd'hui relever la tête, comme l'a fait notre collègue, de peur de se retrouver eux aussi pris dans cette spirale juridique de mise en exclusion du travail. Voilà. Bon. Moi, pour reprendre la parole, j'aimerais vous exposer quelque chose. Jusqu'ici, on n'a pas fait état encore des enquêtes qu'on avait eues.
aujourd'hui, je peux vous les montrer, on ne les rendra pas encore publics, mais je peux au moins vous les montrer. Donc, la première enquête concerne celle de l'inspection du travail. La deuxième, les enquêteurs de la Poste en interne. Ici, tout est écrit noir sur blanc. C'est prouvé que la Poste a fait des faux et usage de faux, a trafiqué le contrat de travail, et c'est donc mis en tort. Puisque depuis le début, nous, on a prouvé, on disait que Nicolas n'avait pas de contrat de travail. Il avait raison, on avait raison, et ces documents nous prouvent qu'on avait raison. Donc aujourd'hui, pourquoi cette décision de justice? Nous, on n'arrive pas à la comprendre. Donc on va attendre. Malheureusement, on est obligé d'attendre qu'une prochaine date arrive, donc ça va durer, bien sûr, ça c'est ce que la Poste voulait. Mais en attendant, on va quand même essayer de faire pression sur les politiques. La semaine dernière, on a eu plusieurs entretiens avec Sylviane Allos, avec Colette Capdevielle, avec la sénatrice Frédérique Espagnac, qui nous ont toutes assuré qu'elles allaient faire des efforts, faire remonter au ministère, faire des réunions tripartites. Tout ça, nous, pour l'instant, ce n'est que du blabla. On attend de voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Maintenant, qu'elles mettent des actes derrière les paroles. Donc en ce sens, si d'ici une semaine, on n'a pas de réponse, là je parle en tant que syndical, on sera obligé, malheureusement, mais bon, c'est bien eux qui le veulent, de faire des actions pour faire pression sur le Parti Socialiste en particulier qui, via le CICE et le pacte de responsabilité, vont allouer des millions, des centaines de millions d'euros à la Poste pour le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Juste une précision, tout à l'heure je vous ai vu tous prendre des notes, on vous l'a fait en plusieurs. Ah, c'est drôle. Il s'est vengé. Après, voilà, si vous avez des questions par rapport à Nicolas ou autre, faut pas vous gêner. Oui, alors maintenant, la suite. Vous l'avez dit pour l'AB, mais... et au niveau judiciaire, Bah, au niveau judiciaire, on est obligé de partir sur le fond. Donc c'est le bureau des jugements, c'est la procédure prud'homale, on va dire, normale. Donc on repart encore dans une démarche juridique. Il va falloir attendre la date, il y a les vacances judiciaires qui arrivent, donc on n'aura sûrement pas de date avant septembre-octobre. Voilà, en attendant, Nicolas, lui, il est toujours dans la précarité. Bon. Heureusement, j'espère pour lui que Pôle emploi va faire son boulot assez rapidement et au moins lui donner ses allocations de chômage. En attendant, c'est pas fait. quand vous dites que vous espérez une nouvelle date, ce sera devant le Conseil des prud'hommes, toujours pareil. Ouais, ça va être Hein ça. Et cette fois-ci, comment vous allez attaquer le problème? On va attaquer le problème de la même manière. C'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, ça, on va déterminer ça avec l'avocat, mais la réintégration sera demandée, la Poste va sûrement demander la requalification en CDI, c'est sûrement ce qu'elle va obtenir, puisque bon, les résultats, on les connaît. La Poste va préférer payer une somme plutôt que de le réintégrer au sein de la Poste. Ce serait faire revenir le loup dans la bergerie, quoi. Pour la Poste. Je crois qu'il y a deux éléments. D'abord, bon, là, le fait de la procédure, ce que justifie, sur quoi s'appuie la Poste, c'est le fait qu'elle conteste au juge de référé la possibilité d'ordonner la réintégration. Et elle dit que ce n'est pas de sa compétence, donc il faut aller que sur le fond. Alors, sur le jugement au fond, c'est une autre procédure, toujours sur les mêmes bases, parce que les bases, elles n'ont pas changé, hein, le droit, il n'est pas respecté, etc. Simplement, c'est changer de procédure, c'est d'ailleurs gagner du temps. Alors, gagner du temps, à la fois, pour essayer de montrer, je crois que c'est ça qui est gravissime quand même, parce que ce que subit aujourd'hui Nicolas, d'autres malheureusement l'ont subi auparavant. C'est-à-dire que la Poste, plutôt que de reconnaître et de dire à un moment donné, bon, on s'est trompé, on rétablit l'agent dans ses droits, va toujours dans une procédure juridique qui prend du temps. Et eh bien, ce temps qui court, pour elle, fait que le salarié, eh bien, il est bien obligé à un moment donné de trouver une autre porte de sortie, essayer de trouver un emploi, quel qu'il soit, autre part. Il ne peut pas rester 2 ans sans travailler ou comme ça. Et donc,
c'est vraiment quelque chose de calculé de la part de la Poste, qui dit à un moment donné, si on pratique de cette manière-là, d'abord on conteste la réintégration et ensuite on gagne du temps de manière à ce que l'argent, au bout de 1 ou 2 ans, il dit ouais, je ne vais plus réintégrer dans cette entreprise. Ça permet ensuite de pouvoir montrer un exemple pour tous les CDD et les précaires qui voudraient lutter, de dire que voilà ce qui leur attend. Et ça, c'est un calcul, c'est un constat, hein, parce qu'aujourd'hui on est là sur Bayonne, on a d'autres cas qui sont passés comme ça avec d'autres agents. Et malheureusement en France, aujourd'hui, il y a des centaines de dossiers au prud'homme de la Poste. Et en faisant ça, elle impose une certaine autorité, une certaine non-agression, entre guillemets, de beaucoup d'agents qui seraient en mesure de dresser donc, des procédures, mais qui, vu le déroulé des événements, eh bien, préfèrent arrêter un cours de route. Et c'est gravissime parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ce qui fait le climat social dans une entreprise, c'est que les dirigeants d'une entreprise, ils sont tenus aussi d'avoir des partenaires sociaux. Ces partenaires sociaux, ils les écrasent parce qu'ils ne respectent pas les droits et les accords qui sont signés, et ils respectent encore moins les salariés qui veulent faire respecter leurs droits. Donc c'est très grave parce que aujourd'hui, c'est quand même, il ne faut pas oublier que l'actionnaire majoritaire, c'est l'État, et ceux qui dirigent l'État, c'est le gouvernement. Donc, quand on voit comment différents ministres font mine de s'investir pour sauver des trucs, etc., droite à gauche, je pense qu'aujourd'hui, les politiques locaux, puisque c'est eux qui représentent aussi l'État, ils ont une responsabilité dans cette situation. Il faut débobiner la bobine de fil, quoi. Et aujourd'hui, ils sont aussi, quelque part, ils ont une part de responsabilité dans cette situation. Et il est de leur responsabilité, donc, d'essayer de rattraper eh bien, toutes ces anomalies et ces non-respects de la loi, quoi, quelque part. C'est en cela aussi que les organisations syndicales qui sont aujourd'hui représentées à la Poste, elles interviennent aussi dans cette lutte parce que au travers de Nicolas, c'est aussi tout un tas de CDD qui sont dans la même situation et voilà. C'est aussi défendre la profession dans son ensemble. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a eu des cas qui sont similaires, comme vous dites qu'il y en a en France, qui sont passés comme ça devant le Conseil du prud'homme et où il y a eu une décision de demande de réintégration? Oui. Il y a une jurisprudence Oui. dans ce cas-là? Oui, oui. Alors pas sur le même motif, Ouais. mais il y a aujourd'hui, dans le même établissement de Saint-Palais, un cas qui est en demande de réintégration, pour lequel la procédure faite par la Poste est identique à ce qui se fait là. C'est-à-dire il y a eu référé, il y a eu départage, le juge départage s'est déclaré non compétent, incompétent, donc c'est allé ensuite sur la demande de réintégration qui n'a pas été retenue, admise par la Poste, et il y a, cette affaire est en appel, et l'appel, eh bien, il faut savoir que l'appel c'est à peu près 2 ans. Donc ça veut dire qu'y compris si le salarié, quelque part, il est reconnu dans ses droits, alors soit par réintégration, soit par une indemnité de licenciement, la Poste a fait appel, et donc ça porte à 2 ans, ce qui fait que par rapport à la procédure, ça va être une procédure qui va durer à peu près 3-4 ans. Et effectivement, ça veut dire que derrière, eh bien, les salariés qui sont autour, qui voient ça, ils se disent, bon, c'est que je m'embarque. Ouais, sachant qu'il y a des cas comme ceux-là qui partent devant la justice. Il y en a combien qui n'osent rien dire et qui ne font rien? Cela dit, si vous n'avez pas, vous parliez tout à l'heure de faux. Vous disiez, la Poste a émis des faux documents. Ça veut dire qu'en clair, vous n'avez pas pu gagner, en quelque sorte, parce que vous n'avez pas pu produire les éléments de preuve suffisamment. Non, attendez, justement.
c'est là que Et tout la le Poste mystère a- apparaît. Oui, et que la Poste a donc à inventer les documents et en réinventant certaines dates peut-être, ça lui permet de passer d'être dans les clous. Non, non. Non? C'est Là, on rentre dans la simplement, quatrième dimension. Là. simplement, c'est sur l'aspect de la procédure, c'est-à-dire le fait de saisir les référés. C'est sur un point de droit que le conseil de la Poste a soulevé en disant que le juge des référés n'est pas compétent pour la réintégration. C'est uniquement ça. C'est-à-dire, c'est pas. D'ailleurs, elle a reconnu la elle a employé le mot falsification. Elle a reconnu, elle l'a dit dans sa plaidoirie. En fait, c'est pas ça. C'est simplement sur l'aspect juridique pur, quoi. Hein. C'est pas sur le fond du dossier, c'est sur la forme de la procédure. Quand on dit jugement au fond, c'est une autre procédure. Hein. C'est pas sur le fond de l'affaire, c'est l'aspect de la procédure qui est bifurqué. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais rajouter à la lecture de ça, ça me vient à l'esprit, c'est que bon, dans cette histoire, il y a quand même le DRH de Terre des Provinces, de la Poste à l'intérieur, qui va en prendre pour son grade, puisque bon, c'est lui qui a quand même fait faux usage de faux. Mais dans sa déposition, il dit quand même qu'il a agi sur les conseils de la juriste. Donc, lui, ça va être le plomb, le fusible, mais au-dessus, ils sont aussi mouillés. Quoi. Ça, eux, ils ont encore leur boulot. Quoi. Voilà. Nicolas, il est là, et le DRH, il va sauter. Alors que pourtant, les ordres viennent de plus haut. Tout ça, c'est marqué noir sur blanc. Et, même les juges, ils l'ont eu, ça. L'enquête interne, la première fois. Voilà, on en est aujourd'hui. C'est pas normal. Et donc, Nicolas, vous, dans votre cas, là, vous seriez prêt à aller jusqu'au bout de ces procédures juridiques, en sachant les délais que vous avez évoqués, hein, jusqu'à 2 ans, vous serez prêt à, en fait, vos stratégies syndicales, entre guillemets, et vous-même personnellement, laquelle est-elle quoi? Moi, pour ma part, dès le départ, je savais que ce serait difficile. On joue quand même contre le pot de terre contre le pot de fer, faut-il être honnête. Je pensais pas que ça irait aussi loin, notamment par rapport au faux, usage de faux, la plainte que j'ai reçue et autres. Maintenant, pour aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, j'ai commencé, donc je termine ce que j'ai commencé. Et mon combat maintenant passe, quoi qu'il arrive, au-dessus de moi en quelque sorte et de mon nom. Parce que en ralliant tous les syndicats, on peut bien le dire aujourd'hui, oui, à la Poste, il y a une grande précarité qui se fait. Aujourd'hui, on use grâce à des viviers, comme c'est interpellé dans certains termes par la Poste, ils ont des viviers de CDD. Donc dites-vous bien que cette situation-là, tout le monde va la retrouver, tous ceux qui y passeront. Ils font miroiter avec plusieurs contrats d'affilée des CDI à venir. Et dès que vous atteignez un certain nombre de contrats, vous êtes automatiquement mis dehors. Quelles que soient vos compétences, au final, c'est un certain nombre de contrats qui comptent. Donc oui, aller jusqu'au bout, c'est obligé, parce que je ne suis pas tout seul derrière et qu'il faut servir d'exemple de toute façon. Mais malheureusement, ça tombe sur moi, entre guillemets, je me sacrifierai par rapport à ça. Mais en 2014, c'est énorme ce qui se passe. Là, en plus, par rapport à la décision des juges, se dire incompétent dans cette affaire, au vu des preuves, quand la Poste avoue avoir fait un faux, quand la Poste avoue avoir laissé sans salaire, quand elle avoue avoir laissé sans contrat de travail, où est le doute? Qui peut se permettre d'avoir un doute dans cette histoire? Logiquement, personne. En tout cas, tous les gens à qui on en parle restent bouche bée. Aujourd'hui, les prud'hommes se jugent incompétents. Ma question personnelle, ça n'engage que moi, ou à quoi ils servent, ou pourquoi est-ce qu'on les paye s'ils sont incompétents? On va me dire que c'est par rapport à des procédures, des formes, de ceci, de cela. Au jour d'aujourd'hui, en se rendant incompétent, les prud'hommes ne jouent qu'un seul jeu, celui du patron. Tout au moins, si on dit qu'il y a présomption d'innocence dans les deux côtés, en tout cas par rapport au pénal ou autre, par rapport au juridique ou en tout cas dans l'affaire, ça devrait être la même chose. Si je ne suis pas en tort, ou en tout cas qu'on m'a pas dit que j'avais raison, ça marche dans les deux sens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les prud'hommes se permettent de repousser une situation déjà grave, tant la situation financière
parce que je dois le répéter, je suis à 1800 € d'impayé de loyer. J'ai une autorisation de 2000 € à la banque qui est moins de 2000 € qui est en train d'être atteinte. Je ne touche aucune allocation. Tout le monde est au courant, les juges y compris. En repoussant l'affaire sur plusieurs mois, qu'est-ce qu'ils attendent de moi finalement? Ou, à part rentrer dans le jeu du patron, lui laisser le temps de préparer ses armes, que ça dure en procédure, que l'employé s'essouffle et qu'il craque, ou qu'il craque directement et qu'il fasse une bêtise. En l'occurrence, mon cas. Au bout d'un mois, j'aurais pas été aussi soutenu. Personnellement, il n'y a plus beaucoup de choix dans l'avenir, où on pense malheureusement au pire, pour soi, ou au bout d'un moment, on pense au pire pour les autres. Mais quand on est face à une telle injustice, m'arrêter maintenant, ça serait me désavouer moi-même, et perdre la seule chose qui me reste, entre guillemets, la fierté et l'honneur. Aujourd'hui, finalement, pourquoi est-ce que je me bats? C'est pour ça. Plus que pour le travail en soi, même si c'est ça qu'on a besoin, c'est une fierté et un honneur. On a des droits. Si tout le monde se battrait à son niveau pour ses droits, on vivrait peut-être dans d'autres conditions aujourd'hui en France, notamment. Et peut-être qu'on aurait plus de solidarité entre employés, entre salariés, et que justement on ferait évoluer la société, que les patrons n'auraient pas toutes les cartes en main pour faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, les cadres de la Poste, les dirigeants, savent pertinemment, en tout cas si ça continue dans ce sens-là, on leur déroule un tapis rouge pour précariser les CDD et en faire ce qu'ils veulent. Si même avec un faux usage de faux et toutes les preuves qui en découlent, aucune conséquence ne leur tombe dessus, vaut mieux pas postuler dorénavant à la Poste, je pense. Parce que moi, on m'a quand même laissé pendant plusieurs mois sans salaire. Imaginez à d'autres personnes. Alors certes, je ne suis pas en crédit maison, mais je suis quand même en location. C'est pas pour autant que j'ai le droit d'aller à la rue. Imaginez l'ensemble des choses. Maintenant, c'est au-delà de ma personne, je pense qu'il faut voir le combat en soi. Et oui, il faut se réunir parce qu'on est tous dans la même galère. Mes collègues, je les appelle toujours collègues parce qu'officiellement, je peux dire que j'appartiens quand même à la Poste, malgré tout. Doivent se battre et nous aident à se battre pour qu'on se réunisse tous, et parce que c'est inadmissible. Encore une fois, on va citer les centaines de millions qui sont littéralement donnés à la Poste. Il n'y a qu'à se renseigner sur le nombre de fermetures de postes, de points de poste qui sont prévus. Imaginez-vous que les personnes qui sont à l'année déjà là-bas, qui doivent réintégrer d'autres points de poste, une fois qu'ils ont fait leur réorganisation interne, vous pensez vraiment qu'il y aura de l'embauche à la Poste? Une entreprise d'État qui n'embauchera plus du tout, en plus de ce qu'elle fait déjà avec les contrats précaires et autres, elle n'embauchera plus du tout personne, quoi. C'est quand même inadmissible. Ça reste un service public, quoi qu'il arrive. L'État est actionnaire majoritaire. Et oui, aujourd'hui, mon combat doit continuer, et notamment pour interpeller les politiques, parce que cette situation est inadmissible. Comme il a dit, on en a plusieurs qui sont venus nous voir. C'est la première fois que je parle à un politique, donc je ne sais pas si c'est... s'il dit à chaque fois oui à tout le monde. En tout cas, ils ne nous ont pas dit non. Comme il a dit, maintenant on attend les réponses. On va leur laisser quelques jours, puisque tout le monde attendait apparemment la décision du référé avant de pouvoir se prononcer. Même si c'est inadmissible, personne ne peut se prononcer avant. Une première décision est tombée. Logiquement, les personnes concernées par le problème, en tout cas qui en ont entendu parler, puisque c'était censé remonter jusqu'au Premier ministre et M. Montebourg, puisqu'on devait avoir une réunion en tripartite, médiateur et autres. Aujourd'hui, on n'a rien vu du tout. D'où l'interpellation aux politiques également. J'ai été clair, j'espère. C'est clair. Désolé. Vous envisagez de continuer une campagne en commun entre les différents syndicats? Oui, je pense qu'on est là pour continuer une campagne en commun. Alors après, à chaque étape, on va voir sur quelle base, quelle stratégie, comment s'adresser à la fois à la population et aux postiers, quoi. Voilà. En restant sur une section PTT Bayonne, au niveau de la représentation syndicale, ou... Aujourd'hui, c'est celle-là. D'accord. Tout évolue dans la vie. Le combat qui est mené, d'abord Nicolas il a mené tout seul, puis après il a mené avec Lab, et puis après aujourd'hui il y en a d'autres, et puis on souhaite qu'on soit beaucoup plus nombreux, parce qu'on est tous concernés. Une question sur le faux et l'usage de faux. Parallèlement à cette procédure, vous ne pouvez pas attaquer si... Ça y est, c'est fait. Donc là, maintenant, c'est entre les mains du procureur. Bah, on attend qu'elle fasse son boulot aussi. En gros, j'ai porté plainte pour faux usage de faux et l'inspection du travail également.
puisque rien ne se serait fait non plus sans la super enquête de l'inspection du travail qui a réussi à tout démontrer. Faut-il être honnête? Aujourd'hui, c'est pas forcément évident de rentrer à la poste pour ce genre de personnes. Il a fait, moi je pense, à mon niveau en tout cas, je trouve un super travail. Puisque tout est précisé, tout est avoué grâce à lui. Ça, si vous voulez, ça, je peux vous en donner une copie. L'enquête interne de la Poste, non. C'est une pièce du dossier quand même. Mais ça, si vous voulez, je peux vous en donner après. Et il faut juste en précision comme ça, le côté ironique de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui la Poste, dans son argumentaire notamment, tient juste pour propos le fait est que, en tout cas c'est ce qui a été dit lundi, que je suis malhonnête depuis le premier jour, que depuis le premier jour j'ai calculé mon coût, que j'ai fait exprès de ne pas vouloir signer de contrat de travail pour pouvoir obtenir mon CDI, et qu'aujourd'hui si la personne a fait un faux dans la direction, le RH a fait un faux en question, c'est parce que je lui aurais mis une pression énorme. Et il était à plaindre lors du plaidoyer parce que cette personne est en dépression. Voilà le côté ironique de la situation. La personne qui fait un faux est en dépression, donc pour moi, ça n'engage que moi en accord avec la Poste, puisque très peu de temps après l'enquête interne. Aujourd'hui, il est stipulé, quoi qu'il arrive, qu'aucune sanction ne lui sera signée tant qu'il sera en arrêt maladie. Ça pourrait durer comme ça, malheureusement, longtemps aussi. Il a le droit à un certain nombre de temps d'arrêt maladie. Donc, voilà l'ironie, l'hypocrisie de l'histoire. C'est que la Poste est au courant de tout, avoue tout, mais continue de défendre son cadre. Parce qu'on fait partie de deux mondes, il y a la cadre, la direction qui ont qu'une parole, qui a toujours raison, et les petits salariés, facteurs et autres, qui ne sont qu'un complément pour le moment dans la boîte, quoi. Et voilà, donc cette personne est en arrêt maladie, aucune sanction ne lui sera signifiée, pour le moment en tout cas. Elle continue de toucher son argent, tout au moins de l'État avec la pension et l'autre. Moi j'ai rien du tout. Et voilà, c'est le tel côté ironique. Je suis le méchant de garçon qui a fait craquer mon RH. Attention, je reviens quand même sur ce que j'ai précisé tout à l'heure, c'est que c'était quand même sur les conseils de la juriste. Oui. Ah oui, non, mais oui, là, pas de problème. Après, il démente tout ce qui était dit d'un côté et il est démenti par avec les autres. Mais voilà, après, quand ils disent sur les conseils de la juriste, encore une fois, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense pas que. Enfin, vous interpréterez, chacun interprète comme il veut à son niveau, mais quand une enseigne fait ça, c'est lamentable et écœurant. Aujourd'hui, un petit patron de PME, avec les contraintes qu'il peut avoir sur les contrats de travail et autres, voit ça, mais il peut être que écœuré. Quand une grande enseigne qui fait ça, c'est pas comme si c'était le petit qui vient de se lancer, qui a des difficultés à faire fournir tout. Ça, c'est leur métier, ça fait combien de temps qu'ils existent. C'est voulu après. C'est voulu parce qu'ils payent ce qu'ils ont à payer au prud'homme, et qu'en payant, ils font taire les gens, et qu'en faisant taire les gens, ils peuvent mettre la pression qu'ils veulent à l'intérieur. Et ça, je pense que c'est un fait important à dénoncer, le comportement inadmissible d'un service de l'État.